Avant de vous donner la parole, on a maintenant des questions que je vais poser un peu à la volée à vous trois, et puis on va les... Voilà, vous répondez quand vous voulez, quand vous le sentez. On aura ce petit balai de questions ensemble, et puis ce sera à vous de jouer. C'est des questions qu'on a préparées ensemble d'ailleurs, hein, Pedro. Quels sont les outils C'est d'ailleurs toi qui vas commencer, tiens, finalement. Ah oui. Oui, J'adore être galant, comme ça je peux prendre des notes. oui, voilà, tu vois. Ouais. Les outils, les ressources personnelles, ou bien qui veut prendre la parole le premier, les outils, les ressources personnelles qui vous ont aidé à concrétiser vos projets. Bon ben ouais, j'y vais. Tu as la parole, tu la gardes. C'est ça. Euh, donc les outils, enfin pour moi c'est énorme parce que il y a 10 ans j'ai commencé à m'intéresser, à vouloir changer de vie et donc à m'intéresser à tout ce qui était mes freins, à tout ce qui était mes blessures, tout ce qui m'empêchait de faire tout ça. Donc les outils, j'en ai vu énormément. Et du coup, j'en ai écrit un livre, donc c'est pour dire qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, petite parenthèse, ça m'a toujours beaucoup irrité les gens. J'étais surpris parce que tous les gens qui ont écrit un livre qu'on interview, ils disent toujours à chaque phrase oui, comme je dis dans mon livre. Et maintenant, je comprends en fait, parce que c'est pas du tout de la pub. C'est parce qu'on vient de passer 1 an, 6 mois à écrire ça et on est complètement dedans et on a l'impression, en fait, c'est plutôt une excuse de redondance. On a l'impression que tout le monde l'a lu, voilà, et qu'on est en train d'être redondant, alors qu'en fait, personne l'a lu vu qu'il est même pas encore sorti. Donc voilà, désolé déjà à l'avance, mais comme je dis dans mon livre, il y a tout un panel d'outils, il y en a énormément. Et donc ces 10 dernières années, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un dialogue très puissant à faire entre l'intérieur et l'extérieur. Donc Adélaïde en parlait de ses motivations militantes, etc., mais qu'elle gardait quand même certaines attaches qui la ressourçaient, etc. Et je trouve que c'est extrêmement important d'avoir ce dialogue entre les deux. Moi, je parle de révolution. Donc le but, c'est quand même de changer cette société, ce paradigme qui est en train de nous mener carrément à l'extinction de l'espèce. Donc c'est pas rien. Et donc je parle de révolution, mais pas de la société. Je parle de révolution intérieure en premier, un peu comme Gandhi, sans toute proportion gardée. Et donc j'ai commencé par ça, par commencer à me demander, moi, quels sont mes freins, quelles sont mes blessures, d'où je viens. Et tout a commencé, à vrai dire, donc j'aimais beaucoup la question, quelles sont les ressources intérieures et les outils extérieurs. Et en premier, ça a été l'écoute de soi. Pour moi, le plus important, vraiment l'écoute de soi. Que ce soit dans les passions, parce que voilà, il y a énormément de gens qui passent toute une vie à se dire, à voir, c'est super important, surtout quand ça revient, quand ça se répète. On est tout petit et on veut faire quelque chose, on veut être écrivain. Et puis 10 ans plus tard, ça continue, on met les études, voilà, on fait autre chose. Et puis on est dans une banque et en fait on voulait être écrivain. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir l'écoute de cette voix et d'en faire quelque chose ou pas, mais d'être conscient que en fait notre vrai nous, notre centre authentique, ce qu'il voulait, c'était être écrivain. Et après, voilà, soit on peut vivre avec cette frustration toute notre vie et ça fait des maladies, soit on l'écoute et on en fait quelque chose. Ça peut être bénévole, ça peut être à côté, ce qu'on veut, mais voilà. Les passions et puis les malaises, pareil. Écouter ces malaises s'ils reviennent chaque matin quand on va au travail et qu'on se dit, mon Dieu, plutôt crever que d'aller dans ce bureau et en fait on y va pendant 10 ans. Ben, il faut vraiment, vraiment, parce que toutes ces voix, elles sont étouffées par le supérieur hiérarchique, par la famille qui dit oh non, quand même, tu vas pas sortir, tu vas pas partir, quitter ce boulot qui est si bien payé, etc. Mais à un moment donné, il faut choisir entre cette voix qui se répète et qui est en train de nous rendre malades et finalement des risques qui ne sont que ça, des risques. Donc s'écouter, hein, en résumé, c'est vraiment écouter Voilà. ses pulsions et rester fidèle à ses rêves finalement d'enfance qui vous poursuivent toute votre vie si vous ne les réalisez pas un jour. Je voyais que tu opinais, Géraldine, oui, tu opinais du chef. Oui, tout à fait. Il a très bien exprimé ce que je voulais dire, en fait. Moi, c'est la méditation qui m'a permis d'apprendre à me connaître. C'est-à-dire que, comme tu le disais, on est vraiment, enfin,
parfois dans un rythme infernal avec le travail, les tâches, les contraintes, et puis surtout les injonctions mentales, enfin toutes ces petites voix dont on n'a pas forcément conscience, mais qui nous incitent à faire quelque chose, à courir, à aller plus vite, à briller. Et ce sont des obligations qu'on a parfois intériorisées, donc on ne se rend même pas compte en fait qu'on a ces petites voix. Et moi, les deux outils qui m'ont énormément aidée, ça va paraître très très cliché parce qu'en fait, avant de les appliquer moi-même, c'est des outils que je lisais dans des livres, dans des magazines, et je me sentais vraiment pas concernée, mais c'était la méditation et la respiration. Et donc, j'ai essayé de méditer tellement de fois et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Enfin, j'avais investi le matériel, coussin de yoga, tout ça. Et puis en fait, au moment où je commençais, je pouvais pas empêcher de me dire non, mais c'est pas pour moi quoi. Moi, il faut que je bouge, il faut que j'agisse. Et puis en fait, j'ai eu le déclic en découvrant Joe Dispenza, qui est un scientifique qui parle de la méditation dans des termes qui, en tout cas, m'ont parlé à moi. Et en fait, les premières fois où je me suis vraiment sentie bien en méditant, je me suis dit, c'est dingue ce luxe de m'accorder du temps pour rien faire de spécial. Je veux dire, je suis là et je prends ma température et en fait, j'ai le loisir de sonder, de scanner mon corps. Tiens, comment je me sens aujourd'hui? Super bien ou pas top du tout. Enfin, sentir mes tensions, mes points, ma nervosité. Est-ce que je suis raide? Est-ce que je suis crispée? Est-ce que je vais bien? Et puis surtout, qu'est-ce qui m'habite en ce moment? Où j'en suis dans ma réserve de vitalité, d'énergie, de joie de vivre. Donc c'est vraiment l'écoute de soi qui, moi, m'a permis de me brancher, de me brancher à moi-même, ça veut rien dire, de me reconnecter, de me reconnecter, quoi. Merci Géraldine. Et toi, Adélaïde, quels sont les outils, Pour aller un peu à contresens, peut-être. tes ressources Non, qui te non, mais je permettent suis de... tout à fait d'accord avec vous, mais moi, j'ai pas encore peut-être eu le temps de m'écouter assez. Je sais pas. Je médite pas, j'ai pas encore. Je m'écoute pas énormément. Je pense que j'écoute beaucoup les scientifiques récemment. J'écoute beaucoup la TV, et j'écoute beaucoup les infos. Je m'informe énormément. Et moi, je suis une personne peut-être comme toi, hyper active. Et la méditation, en fait, limite, ça me fait peur le mot de me dire je vais m'asseoir, c'est mort, je fais pas ça. Du coup, moi, si j'ai besoin de penser, je vais courir. Mais sérieusement, moi, c'est l'information. Et puis, je sais pas, pour moi, être informé, c'est pas encore tout, mais par contre, être informé, c'était pas possible de ne rien faire. Euh, et donc, dès qu'il y a une porte qui s'est ouverte à moi, c'est-à-dire le moment où j'ai pu rencontrer Hanouna de Wever pour organiser avec elle les manifestations des grèves pour le climat, ben, je me suis dit non, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Et aussi, je suis une jeune fille j'adore m'engager et tout, donc il fallait que j'y aille en fait. Mais c'était peut-être pas, en tout cas, peut-être que c'était m'écouter quand j'avais la porte qui s'est ouverte et que je me suis dit je fonce, j'y vais quoi. Oui, tu es animé par un sentiment d'urgence aussi. Voilà, tu Ouais. n'arrives pas à rester. Voilà, tu dis que tu dois y aller. Tu dois aller au feu, tu dois aller au fond. Voilà, c'est ton outil, c'est ta ressource. C'est bien aussi, on est tous différents. Si on était tous pareils, ce serait super emmerdant. Donc c'est bien. Cultivons nos différences. Alors, quels sont les événements, on va passer à la deuxième question, les événements de votre vie qui ont le plus influencé vos chemins personnels ou professionnels? Il y a certainement eu dans vos parcours à tous les trois à un moment donné, une rencontre, un événement qui a fait basculer votre destin. Géraldine. Oui, moi, ça a été un burn-out. Tu en parlais tout à l'heure. Donc tu as transformé le plomb en or, en fait, c'est ça. Tu pars de quelque chose de négatif pour faire quelque chose de bien. Ah oui, vraiment. En fait, donc j'étais enseignante. Et je cherchais vraiment à prendre mon métier le plus à cœur possible. Enfin, je cherchais pas, je prenais mon métier très, très à cœur. Et en fait, je cherchais vraiment à incarner mon idéal le plus élevé de ce métier, parce que je trouve qu'être en contact avec une centaine de jeunes chaque jour, c'est un privilège, c'est un luxe. Et je voulais vraiment donner le meilleur de moi-même. Sauf que, et c'est pour ça que j'ai dû faire un retour sur moi et sur mes besoins, c'est qu'en fait, je ne m'écoutais plus du tout.
je refaisais mes cours en permanence et tout ce que je voyais, écoutais, entendais, assimilais, je cherchais tout de suite à le transformer et à le transmettre à mes jeunes, quoi. Donc si j'allais au cinéma avec un copain, je me disais tout de suite « Ah, ça c'est pas mal cet extrait-là, je pourrais le montrer dans telle séquence ». Dès que j'allais dans un musée, je ne prenais pas du tout le temps d'avoir du plaisir ou des émotions. Donc tout de suite, je me disais « Ah, ça c'est vraiment sympa ». Donc je cherchais tout de suite à transformer. Et puis un matin, j'ai plus su me lever. Et ça, enfin, je veux dire, il y a tout qui s'est écroulé, quoi. Vraiment, enfin, mon ego, mon identité, ma fierté, enfin, vraiment tout. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu me planter à ce point-là? Et j'avais eu des signes avant-coureurs. Je me souviens que 4-5 jours avant de faire ce burn-out, je cherchais à rendre mes corrections le plus rapidement possible et en même temps je faisais mes cours, enfin voilà. Et je soupais avec un reste de baguette et 2 bocaux de petits pois. Et à un moment donné, j'ai quand même eu le déclic de me dire, enfin, si je me considère même pas digne de prendre le temps de me faire à manger, comment est-ce que je pourrais avoir de l'énergie à donner finalement? Si je ne prends pas la peine de prendre soin de moi un tout petit peu, comment est-ce que je peux représenter quoi que ce soit comme exemple ou comme modèle? Enfin, comment je pourrais être inspirante et comment je pourrais semer des graines si moi-même je me nourris n'importe comment, quoi. Et donc en fait, avec mon burn-out, j'ai dû tout réapprendre, mais littéralement tout. J'ai dû apprendre à vivre et non plus à survivre. J'ai dû apprendre à prendre soin de moi et ça peut paraître évident si vous savez le faire, mais pour moi, ça a été très compliqué, quoi. Ça a été douloureux, c'était une perte de temps et je le vivais vraiment comme une frustration. Et puis finalement, avec ma transition écologique, j'ai redécouvert le plaisir de manger sainement. Et c'est comique parce que aujourd'hui, j'ai tellement changé par rapport à ça que j'ai l'impression que je pourrais justement donner des cours pour apprendre à prendre soin de soi, mais parce que j'ai dû tout reprendre vraiment depuis le début, quoi. Parfait, belle anecdote, belle description. Merci Géraldine. Et toi, Pedro, est-ce que tu as eu un moment, un événement dans ta vie qui a basculé? Mais oui. Donc j'en parlais dans le discours, donc je vais pas spoiler le livre, voilà, ce livre que j'ai écrit. Comme tu le lis dans ton livre, hein, c'est ça. Voilà. Donc dans certains, si on veut spoiler un livre, parfois on dit voilà le gentil il meurt à la fin. Donc dans ma vie, le gentil il est mort au milieu. C'était mon père. Donc il nous a quittés quand j'avais 29 ans. Et il est mort d'une façon extrêmement tragique et soudaine, douloureuse. Donc je l'ai vu partir comme ça d'une minute à l'autre. Il était en excellente santé. Il n'y avait voilà, il y avait rien qui laissait imaginer ça. Et donc, en voyant ça, il y a maintenant 14 ans, j'ai pas seulement vu sa mort, j'ai vu ma mort possible. Donc quand on voit quelque chose qui est aussi soudain, aussi impensable devant nos yeux, je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, on passe de cette idée intangible, théorique, on est tous mortels, à en fait, tu vas mourir. Ce n'est plus théorique, ce n'est plus intangible, c'est tu vas mourir et ça peut t'arriver comme ça demain. Donc évidemment, ça a complètement changé toute ma vie. Ça m'a, voilà, j'ai vu combien on est éphémère, combien on est fragile, combien ça peut arriver du jour au lendemain. Et alors est venue cette question, si ça peut m'arriver moi aussi demain, est-ce que j'aurais été satisfait de ce que j'ai accompli jusqu'ici? Et le problème était que j'étais jusque-là complètement focalisé sur ce que j'accomplissais plutôt que ce que j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train d'être. Ouais, donc à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné quelque part. C'est là que j'ai commencé à me poser cette question. Est-ce que cette journée que tu viens de passer a-t-elle vraiment mérité la peine? Est-ce que tu es là où tu aurais aimé être si tu devais mourir demain? Et quand cette question revient chaque jour, c'est un outil extrêmement puissant. Pour moi, c'est le premier déclic, le premier grand tabou de notre société qui est celle de parler de la mort. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on l'agite comme un épouvantail un peu partout. Cette mort comme si c'était quelque chose de terrible et de réducteur et de frein.
Alors que le fait de se savoir mortel, ça devrait tous, si on se rend compte que ce truc de notre vie n'est pas illimité, il ne va pas où, on sait pas trop où, et on se pose pas trop de questions, quand on sait qu'il y a une date butoir, une date de péremption, on commence à se demander, ok, d'ici là, qu'est-ce que je vais faire, comment m'y prendre. Et souvent, on me dit, ouais, mais on peut pas claquer la porte de notre boulot comme ça du jour au lendemain. Mais oui, mais on a toute une vie pour devenir heureux. Pour moi, devenir heureux, j'espère, ce sentiment de bonheur, de l'avoir sur mon lit de mort, de me dire, ah, je regarde en arrière et là, je suis heureux a posteriori. Mais heureux, on a toute une vie. Il ne faut pas se stresser, essayer de faire ça dans la précipitation. Moi, ça m'a mis 10 ans. Donc, mon père est parti il y a 14 ans. Il y a 8 ans que j'ai quitté mon emploi dans une multinationale. Donc ça a mis un certain temps. Voilà, ça m'a mis en chemin. Et ce chemin-là, il est long, quoi. Merci. Nous allons vous demander votre top 3 maintenant des personnes qui vous portent, qui vous nourrissent. Est-ce que vous pouvez épingler peut-être dans votre panthéon personnel trois personnes ou trois institutions ou trois événements qui sont pour vous fédérateurs? Je t'ai pas posé la question, Elle a Adélaïde. répondu. Je suis vraiment Monsieur, nul. Adélaïde, elle n'a pas répondu. Adélaïde, franchement, quel est l'événement? On coupera au montage, hein. Je compte sur vous, hein. Quel est l'événement, ma chère Adélaïde, qui a bouleversé ta vie ou qui a influencé ton chemin personnel ou professionnel? Je me suis dit, ça va passer crème, parce que moi, j'ai pas une histoire comme ça et tout. Et moi, je me suis dit, ok, je devais vraiment pas être concentrée, c'est bizarre. Non, mais moi, alors ça, je vais quand même faire court. Moi, il y a eu 2 événements quand même déclencheurs et je suis très, très engagée depuis seulement 1 an et demi, 2 ans. Ça a été la marche du 2 décembre 2018. Peut-être que vous étiez aussi dans les rues de Bruxelles. Et si vous étiez dans les rues, ben, je vous remercie parce que c'est vraiment ça qui m'a lancé mon premier déclic en me disant, j'étais avec mes amis et donc, comme je vous l'avais expliqué tantôt, je commence à avoir un certain déclic en me disant, ok, urgence climatique et tout. Mais là, de voir des milliers de citoyens qui se mobilisent, enfin, on était exactement plus de 80 000 citoyens dans les rues de Bruxelles en dimanche sous la pluie, on était super motivés. J'étais avec mes amis, c'était joyeux, c'était super chouette. Et il y a un message fort qui est passé vers le politique, mais 2 jours plus tard, la Belgique ne signe pas un accord plus ambitieux à la COP 24, justement. Donc, de voir que notre pays, enfin, les citoyens se sont mobilisés à 80 000 dans les rues, mais de voir que la Belgique, après 2 jours plus tard, le message est un peu parti comme ça, ben, moi, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il y a eu il y a un problème. En parallèle, j'entends le discours de Greta Thunberg à Davos, cette jeune fille, 16 ans à ce moment-là, ou même moins, 15 ans, donc plus jeune que moi, qui, en face de leader du monde, quand en face de cette personne, on serait comme ça, qui lui dit, en fait, vous ne faites pas assez, vous êtes en train de gâcher mon avenir, etc. Et je me suis dit, ok, donc en fait, il y a moyen de faire plus. Moi, je pensais que je faisais assez quand j'étais engagée à Amnesty, à l'école, Oxfam et tout ça. Je me suis dit, c'est bon, je fais mon boulot et tout. Mais en fait, comme le politique ne faisait pas son boulot, il fallait que je devienne pas une élève engagée, mais une citoyenne engagée. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment eu le déclic de me dire, bon, ben... il y a eu le 2 décembre, les citoyens sont chauds, Greta est partie, on peut faire la même chose en Belgique. Hanouna, à ce moment-là, avait commencé la première marche. Hanouna, c'est un peu l'autre jeune flamande qui s'engage beaucoup, qui a commencé la première marche et du coup, je suis partie, quoi. Tu as bien fait de me reprendre, hein, parce que ça valait la peine que tu l'expliques, hein. Très bien, merci beaucoup. Donc le 2 décembre et puis le 4 décembre, ces 2 dates qui ont fait basculer ta vie, en tout cas qui ont accéléré ton engagement. Alors dans ton top 3, bah, j'imagine qu'il doit y avoir Greta. C'est vrai qu'il y a Greta, cette jeune femme qui, enfin voilà, l'audace qu'elle a, et aussi il n'y a pas de compromis pour elle. Et pour beaucoup de politiciens, pour beaucoup de citoyens, il y a des compromis parce que la vie, c'est fait de compromis.
Mais non, en tant que jeune, on a cette chance de ne pas accepter les compromis et de se dire c'est ça le changement et ça doit se faire comme ça parce qu'en fait, il y a il y a une urgence en fait, et donc il n'y a pas de compromis pour elle, et donc ça m'aide à me rappeler qu'il n'y a pas de compromis face à l'urgence climatique, et donc ça c'est ce qui m'inspire chez elle. Il y a d'autres grandes personnes comme Satish Kumar, j'ai eu la chance de le rencontrer, qui m'inspire beaucoup, et puis surtout le plus important c'est qu'il y a vous dans la salle, vous m'inspirez, surtout ceux qui ont lancé le projet Transition Malone, tous les citoyens qui étaient dans la rue de décembre, qui ont envie de changer leur vie un peu tous les jours. Ça m'inspire parce que je me dis on n'est pas seul, on est vraiment des citoyens prêts à changer, et juste en changeant une petite chose chaque jour, en fait, c'est pas seulement qu'on réduit notre propre émission de CO2, on envoie un message fort aux politiques, aux institutions à ces industries qui en fait nous écoutent. Ils regardent les graphiques, et les graphiques c'est qui? C'est nous. Du coup, moi ça m'inspire beaucoup de voir des milliers de citoyens qui ont envie de changer. Merci beaucoup Adélaïde. Ton top 3, et je vois que le public acquiesce. Pedro, j'ai vu que tu prenais des notes. Tu as ton top 3 ? En fait, non. Du coup, je vais tricher, ou être totalement en accord avec Adélaïde. Moi, ce qui me porte, c'est pareil, c'est ce que moi j'appelle la relève. Donc, c'est ce qui va nous sauver, ce qui va apporter du sang neuf. C'est ce qui va changer le système, comme elle dit, juste par sa présence. Et ce n'est pas les jeunes, comme on entendait tout à l'heure. Cette relève, elle est partout. Je me suis rendu compte que ces 10 dernières années, qu'on était très très forts, tous liés par le malaise, par le mal-être. Et cette vague de burn-out n'est qu'un symptôme parmi d'autres, mais on est tous liés, tous ceux qui sommes la relève, on est tous liés par ce malaise qui nous fait comprendre qu'il y a un truc qui cloche en fait dans ce système qu'on nous a toujours dit qui était le meilleur et qu'il n'y a pas moyen de changer. Les TINA, les There is no alternative, on ne peut pas changer ce système, il est comme ça, c'est le meilleur, etc. Et donc avoir maintenant toute cette force qui se lève et qui parle, qui crie, qui ose, c'est Rob Hopkins qui me disait que pour lui c'est la cavalerie qui arrive. Et lui qui est super militant, moi j'étais à ma petite parcelle, et ceux qui me connaissent, j'ai toujours été militant dans mon coin pour plein de trucs, mais voir que maintenant il y a cette cavalerie qui arrive et qui n'est pas seulement les jeunes, mais qui est vraiment partout. Moi, ce discours de 10 millions de vues, les milliers de commentaires et de messages que j'ai eus, c'était pas du tout des jeunes, la majorité, hein. C'était vraiment la plupart des forwards, des transferts vers leurs enfants en disant merci pour mes enfants, merci pour mes petits-enfants. Donc je crois qu'il y a vraiment ce truc, on entend de plus en plus, on est très divisé, on ne peut plus rien dire, il y a tout le monde on entend toujours maintenant des gens qui sont contre. Mais évidemment, parce que ces voix-là qui vous font dire qu'on ne peut plus rien dire, elles n'étaient pas là avant pour vous dire que vous ne pouvez plus dire tout ça. On ne peut plus être sexiste, on ne peut plus être raciste, on ne peut plus dire que le climat n'est pas en train de se réchauffer, on ne peut plus dire plein de choses. Mais oui, c'est comme ça parce que maintenant, il y a toutes ces voix qui se lèvent pour vous dire qu'on ne peut plus dire ça. Ce n'est plus acceptable. Et donc, tous ces gens qui se lèvent, moi, ça me donne des frissons de voir que voilà, il y a des gens ici qui se sont dit si on faisait un festival de transition à Malone et qui est 150 personnes qui viennent, qui est vous tous, moi, voilà, c'est toute cette énergie qui me porte beaucoup plus que le négatif qu'on peut entendre. C'est bien. Donc, le murmure de la forêt qui pousse plutôt que le cri de l'arbre qui tombe. C'est un peu ça. Hein. Donc, l'énergie positive et constructive. Merci, Pedro. Ce n'est pas un top 3, c'est un top 1000 ou un top 150. En tout cas, pour un top, voilà, tout le monde. Et je signale au passage, je te regardais, tu parlais tout à l'heure d'impressionnisme. Je trouve que la personne ou les personnes qui ont aménagé cette table avec les fleurs, non, mais c'est vrai, on dirait un tableau. Hein. Oui, c'est vrai. Franchement, il y a beaucoup de goût. Et on a presque envie de manger les fleurs à côté, les petites. Et alors, non, c'est vrai, franchement. Et alors,
ce qui est très, parce que c'est des mini-gestes, mais ce qui est très raccord, c'est d'avoir la bouteille d'eau en verre. Parce que j'ai été l'autre jour animer une table ronde comme ça, c'était pas à Namur, c'était à Liège, mais c'était sur l'eau. Et les organisateurs, mais ils avaient voulu bien faire, et on fait tous des conneries. Moi, le premier, je peux vous dire, j'en fais plein. Mais c'est une genre d'anecdote que tu pourrais raconter dans ton bouquin. Ils avaient mis sur les tables, il y avait des bouteilles d'eau, mais ils avaient mis des bouteilles de Chaudfontaine en plastique. Et alors, il y a un intervenant, on s'est passé au bleu personnel, et un intervenant, mon ami qui a commencé en poussant un coup de gueule en disant « Mais Chaudfontaine fait partie du groupe Coca-Cola. Est-ce que vous savez qu'il existe maintenant des bouteilles en verre? Si vous prenez la Chaudfontaine, prenez-la au moins en verre. Et puis, si vous savez, il y a des gourdes. Regardez, par exemple, vous savez que ça existe, il y a des gourdes, etc. » Et donc, il a fait la morale aux organisateurs qui ne savaient plus où se mettre. Donc, moi, je dis comme Pedro, moi, je préfère dire un truc qui va bien. Là, je trouve que les organisateurs, chapeau, c'est beau, c'est zen. Franchement, c'est très sympa. C'est très sympa. Géraldine, je ne t'oublie pas, parce que maintenant je prends des notes, je vois qui répond et tout, parce que je me suis fait reprendre de voler tout à l'heure. Ton top 3 ou ton top 5 de personnes ou d'événements qui te nourrissent, qui te portent? Mais ça va être un petit peu désorganisé aussi. Mais moi, justement, c'est les jeunes. Et je dis vraiment pas ça pour faire bien, mais le fait d'avoir été si longtemps prof en contact avec des jeunes, je me suis nourrie en fait de leur pureté, de leur intégrité. Ils n'avaient généralement pas, de cynisme ou d'indifférence. Il y avait vraiment une espèce d'innocence. Et en fait, avoir le privilège de semer des graines auprès des jeunes, ça me portait énormément. Et j'en parlais tout à l'heure à Adélaïde, ce qui me faisait encore plus vibrer, c'était de parler à mes jeunes et de pouvoir leur montrer des ressources faites, imaginées ou pensées par d'autres jeunes. Donc c'est comme ça qu'ils te connaissaient. Et dans la même veine qu'Adélaïde, il y a par exemple Camille Etienne, qui est aussi une jeune militante. Et moi, quand je regarde ses vidéos, quand je regarde ses interviews, je suis muette d'admiration. Ça me fait un bien fou parce que elle dégage elle a habité, elle est complètement habitée. Et en fait, les personnes qui sont vraiment habitées par cette énergie-là qui vient du cœur, m'apaisent énormément. Et à l'inverse, les personnes... Voilà, c'est tout à fait personnel et je ne me permettrai jamais de citer qui que ce soit, mais les personnes dont je sens l'engagement un peu plus au niveau du mental m'épuisent un petit peu. Et donc j'aime vraiment percevoir cette sincérité. Et je ne sais pas si c'est mon métier qui me rend sensible à ça, mais je sens beaucoup cette énergie-là chez les jeunes souvent. Donc voilà. Et alors, à l'inverse, la deuxième personne s'appelle Pierre Praderwand. C'est un auteur suisse. Et j'ai eu la chance de faire sa connaissance. Et c'est un homme qui se bat depuis plus de 40 ans pour les droits des femmes et aussi pour d'autres causes qui lui tiennent à cœur, notamment les conditions de détention. Et j'ai rarement vu une personne avec une telle sincérité et une telle intégrité. Il m'inspire en fait parce que on dirait qu'il n'a pas de peur, ou alors en tout cas qu'il les affronte avec énormément de courage. Mais quand il se sent, tu en parlais tout à l'heure, quand tu sens que quelque chose n'est pas juste, pouvoir avoir le courage de se dire non mais là je ne me pose pas de questions, je n'écoute pas mes peurs, je fonce. C'est incroyable, moi ça m'inspire beaucoup, donc voilà. Et alors les troisièmes personnes, et je dis pas ça du tout pour avoir une augmentation, parce que je les aurais pas et que ces personnes-là sont pas là ce soir, mais ce sont les coordinateurs de l'Opiote pour qui je travaille, parce que ça fait plus d'1 an que je travaille avec eux, et en fait ils ont une exigence de cohérence que je trouve incroyable. Ce sont aussi des personnes qui sont habitées, et comme je le disais, moi c'est quelque chose de très important pour moi de ressentir cette énergie-là qui vient du cœur. Mais il y a encore quelques jours, je regardais un papier et à un moment donné, je demande à mon coordinateur, et c'est pourquoi cette colonne? Et en fait, il me dit, non, ça tu t'en occupes pas, c'est pour moi, j'ai besoin de savoir combien de kilomètres je fais par an pour pouvoir calculer mon bilan carbone et compenser en plantant des arbres.
Et je me suis dit, c'est incroyable. Il m'a dit, mais non, c'est rien du tout, c'est normal. Mais en fait, c'est tous ces petits détails qui fait que chaque jour, je me dis, mais pour qui je travaille? C'est des gens incroyables. Mais donc, ils m'entendront pas et je dis pas du tout ça pour avoir une augmentation. Mais c'est beau, reconnaissance et gratitude. Et alors, tu parlais tout à l'heure de graines, tu as pris 2 ou 3 fois cette métaphore, et ça me fait penser à ce proverbe mexicain que je viens de réécrire et qui me trotte dans la tête et qui traduit bien l'état d'esprit de ce que vous faites ici à Malone Transition. C'est « Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines ». Je trouve que J'adore c'est ça. beau, ouais. Je trouve que c'est très très beau. On va passer à la 4e volet de questions. Quels sont les blocages qui vous ont empêché de passer à l'action plus tôt ou qui vous bloquent encore aujourd'hui, hein? Quels sont ces freins, ces blocages internes? On va commencer par toi, tiens, Pedro, si tu es d'accord. Oui. Donc là, je vais revenir sur ce trajet de coaching que j'ai fait en analyse transactionnelle, ça s'appelle. Je crois que c'est le seul, enfin, ou en tout cas l'outil que j'ai le plus apprécié, qui m'a aidé le plus. C'est d'être capable d'analyser et de pointer du doigt les voies, les voies qui tournent dans notre tête. Et donc en analyse transactionnelle, il y en a 5 qui nous reviennent à l'âge adulte parce qu'elles ont été martelées par nos parents, par notre famille, par notre entourage quand on grandissait. Et ce sont des voix, des messages qui ont été très utiles en grandissant, mais qu'on oublie de laisser tomber une fois qu'on est adulte. Et parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on est justement adulte, on peut faire face nous-mêmes avec nos propres messages aux choses de la vie. Et donc ces 5 voix sont soit parfait, soit fort. Ce soit fort, enfin, c'est surtout les petits garçons qui entendent ça, parce qu'il faut être fort dans la vie, etc. Et donc en grandissant, si on continue à avoir ça en tête, c'est typiquement le genre de profil qui ne va pas demander à l'aide. Et donc il va tomber en burn-out parce qu'il ne va jamais oser dire qu'il n'en peut plus, quoi. Donc cette voix-là, elle est très importante. Fait plaisir, ça c'est plutôt les petites filles qui entendent ça plus souvent. Dans les ménages traditionnels. Et pareil, si on grandit avec cette voie-là, le problème, ça va être de ne pas être capable de dire non, parce qu'il faut faire plaisir. Et il y a fait vite et fait des efforts. Donc c'est les 5 voies. Et donc pour moi, ça a été extrêmement bénéfique de me rendre compte que j'avais ces 5 voies-là aussi et d'où elles venaient. Donc je trouvais ça hyper intéressant de faire une espèce d'archéologie, d'arbre généalogique de ma famille, de me rendre compte que mon grand-père a fait la guerre civile, que c'était un milieu très rural en Espagne, très dur, que mon père a réussi à partir de là pour finir prof à l'école européenne. Et on peut dire, oh, ça il y a longtemps, c'est pas grave, mais c'est des choses qui viennent jusqu'à nous. Enfin, forcément, c'est des messages que mon père a entendus, qui lui va me faire entendre. Donc, forcément, dans ce contexte-là, le soi fort, il était hyper présent, parce qu'il faut être fort à la guerre civile, parce qu'il faut être fort pour sortir de ça. Le soi parfait, pareil. Si moi j'étais capable de m'en aller de mon village pour devenir ça, ben, toi aussi tu peux être parfait. Donc se rendre compte de tous ces blocages, j'ai trouvé ça extrêmement important et bénéfique pour pouvoir m'en défaire et créer des nouvelles voies qui me sont réellement propres. Et donc comme blocage, ouais, le sois fort, sois parfait et fais des efforts, fais des sacrifices. Parce que dans ma famille, on en a fait. Voilà. Donc ces 3 blocages-là étaient très importants pour me garder là où j'étais. J'ai dû m'en défaire pour pouvoir faire autre chose. Ouais. De ton côté, Adélaïde, tu as aussi des blocages où tu n'en as pas, toi. Tu as forcé les barrages. Non, c'est sûr qu'il y a des blocages. Je vais peut-être juste parler genre de mes blocages internes et puis des blocages externes. Ah oui, on fera les externes, c'est très bien. Ou on fait ça après. Oui, on fait les internes et puis on fera les externes après, mais c'est super. Allez alors, je commence par les internes. Non, mais je veux dire, honnêtement, c'est vrai que j'ai un peu pété la porte et cassé la porte, mais c'est aussi grâce à mon soutien familial, au soutien de mes amis. Donc, à chaque fois, je le précise parce que j'ai quand même beaucoup de jeunes et beaucoup d'amis qui sont engagés ou qui ne s'engagent pas parce que
il n'y a pas de soutien et que c'est super difficile parce que tu luttes en fait même contre ta propre famille et c'est même pas drôle quoi, et t'as pas envie d'y aller parce que c'est difficile et de toute façon tu vas rentrer chez toi et tout le monde va te viser et va te juger et ça c'est pas facile. Donc moi j'ai quand même une chance incroyable d'être soutenue et du coup ça me donne ça me donne le courage de continuer. Mais après il y a quand même enfin peut-être que du coup là c'est interne, mais c'est quand même comme c'est beaucoup d'investissements, on me vise en tant que meuf pour le climat. Maintenant, on m'appelle la meuf du climat. Sur les réseaux sociaux Aussi, mais partout. Mais la meuf du climat, c'est encore gentil. Hein, mes potes m'appellent comme ça aussi. Mais je veux dire, c'est juste que du coup, on a une étiquette qu'on ne peut pas enlever. Et c'est assez difficile parce que du coup, déjà, ça me donne envie de continuer. Du coup, je dois continuer parce que maintenant, je suis la meuf du climat. Donc, je serai comme ça toute ma vie, OK. Mais par contre, c'est aussi, ça veut dire que c'est qui la meuf du climat? Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui peux s'engager, qu'il n'y a pas d'autres gens qui peuvent le faire, que ça veut dire que mes potes qui m'appellent meuf du climat, c'est eux, ils peuvent pas aussi s'engager, ils peuvent pas se dire moi aussi je vais passer des heures à m'informer, à lire, je vais passer des heures à vouloir passer le message, communiquer, je vais rater les cours parce qu'en fait c'est pas seulement pour aller à la grève, c'est pour rencontrer des gens, pour rencontrer le politique, pour rencontrer des scientifiques, pour commencer l'université plus tard parce que tu sais quoi, il y a d'autres choses qui sont aussi super intéressantes dans la vie qu'en fait on n'apprend même pas à l'école et qu'on va devoir apprendre en dehors de l'école. Et donc, tout ça aussi, c'est ce que j'ai envie de dire à mes potes et de se dire, nous, on a quand même de la chance, quoi. On est vraiment les privilégiés de ce monde de pouvoir faire tout ça. Enfin, moi, je vous dis ça comme si c'était déjà... on est dans la question du blocage, mais je veux dire, c'est pas horrible. C'était de plus voir mes potes, de devoir un peu arrêter les scouts, de devoir arrêter un peu quand même le foot, etc. C'est quand même, il y a pire dans la vie pour pouvoir s'engager, devenir activiste et défendre les droits de l'homme et défendre cette question de l'urgence climatique qui n'est pas mise au centre de la table. Donc c'est vraiment ce message que j'ai aussi envie de donner à mes amis et que j'ai plus envie qu'ils me donnent des blocages justement pour se dire allez on le fait ensemble parce qu'on est ceux qui devront le faire et on est ceux qui ont la chance de choisir d'être activistes, donc faisons-le quoi. No bullshit, just do it. Merci Adélaïde. Géraldine, à ton tour. Mais en fait, je ne sais pas si j'ai quelque chose de plus intéressant à rajouter. Non. Je me retrouve vraiment dans les voix dont tu as parlé. Je rajouterais peut-être cette voix, en ce qui me concerne, soit normale. Enfin, depuis longtemps, j'ai l'impression d'être hypersensible. Je ne sais pas si c'est un cliché ou pas, mais en tout cas, je vis les choses de façon forte. Et je sentais cette injonction, sois normal, fais comme les autres. Et donc ça, c'est un truc, je me suis dit, si je commence à m'engager écologiquement, je vais encore plus me marginaliser. Et on va vraiment se demander si je ne le fais pas exprès, quoi. Donc ça a été compliqué pour moi, surtout que je ressens beaucoup de timidité généralement. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'un moment donné me dire, il n'y a rien de plus important que d'être intègre. J'ai pas envie de vivre une vie qui me ressemble pas, dans laquelle je me reconnais pas, qui est pas vraiment la mienne. Je vais être intègre et je vais suivre mon cœur et on verra où ça va me porter. Voilà. Eh bien, pour quelqu'un qui est timide, je trouve que tu t'exprimes super bien. Hein. Franchement, tu t'es bien soigné. Hein. Tu t'es bien soigné. Allez, dernière, tu nous as devancé, là, tu l'as deviné, Adélaïde. Dernière question, avant de vous donner la parole. Quels sont les blocages maintenant externes, peut-être ce qui manque dans notre société pour qu'on puisse passer à l'action plus facilement, ou les pressions qui sont faites contre la transition? Peut-être un petit tour de table là-dessus. On va commencer par toi, Pedro. Oui, les blocages externes, c'est tout ce qui aujourd'hui encore continue à prendre la voie pour dire que le système actuel est le meilleur. Donc c'est les pubs, c'est les médias, et c'est tous ces gens que l'on voit aujourd'hui dans les médias, forcément, du coup, qui sont ces experts d'autorité intellectuelle désuète, comme ça. Donc c'est des gens qui ont l'aura
de l'expérience, de l'expertise, de l'argent, du pouvoir, et qui ont les médias, qui ont le temps de parole, qui sont un peu partout et qui donnent des leçons ou qui disent que voilà, par exemple, que la 5G, ça va nous sauver, qu'on n'a pas besoin de se poser des questions par rapport à son impact pour le climat. Et là, derrière, il y a des experts qui vont dire oui, c'est vrai. Il y a plein de lobbies qui vont dire oui, c'est vrai. Pour moi, c'est tous ces experts qui ont, pas forcément des experts, mais en tout cas des autorités, autoproclamées souvent par leur bagage passé d'argent, de pouvoir, etc. Et je trouve que ça, c'est le plus grand frein parce que c'est omniprésent et ils ont tous les moyens de se faire entendre. Donc je disais qu'il y a une voix qui gronde, qui monte, qui est de plus en plus forte. Mais bon, on n'a quand même pas encore les moyens de Macron, de Coca-Cola, de ce genre de nom, quoi. Donc moi, je parle de judo militant. Ça m'est venu comme ça parce que on dit que que dans le judo, on utilise la force de son adversaire. Et donc, au plus l'adversaire est grand, au plus c'est intéressant parce qu'on va utiliser une force qui est très grande. Et donc, moi, j'ai utilisé ça. Donc, j'étais rentré dans cette multinationale avec ce fantasme un peu fou de changer de l'intérieur. C'était une banque multinationale, donc vous imaginez un peu la lubie, le fantasme naïf. J'aurais dû rester là-dedans 60 vies pour pouvoir vraiment changer quelque chose. En fait, j'ai changé beaucoup de mentalité en partant. Donc, c'était intéressant. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai utilisé, donc de l'intérieur, j'ai pas réussi. Par contre, j'ai pu utiliser tout cet argent, tous ces bénéfices du système contre le système finalement, parce que c'est en utilisant leurs jours de vacances payés, leur salaire que j'ai pu mettre de côté et puis me lancer après comme artiste photographe. Donc même en tant que militant, je trouve que la radicalité ne sert pas toujours forcément pour aller contre ce système qui est extrêmement fort. Donc il faut user de tous les outils et toutes les formes de militance comptent. Et le pire qui pourrait nous arriver, c'est commencer à nous juger les uns les autres, nous qui sommes tous la relève, parce que voilà, des gilets jaunes, ceci, ou les féministes, cela. En fait, on est tous dans le même bateau et tous les moyens sont bons pour contrer ou utiliser la force de cet adversaire qui est face à nous et qui est énorme. Et donc ça, c'est le grand blocage. Ouais. Excellent stratège, hein. Donc, utiliser la force, l'arme de l'adversaire. Très bien, merci Pedro. Adélaïde? Moi, c'est aussi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de politiques. Et c'est une chance parce qu'on peut discuter avec eux. Et comme tu disais, Pedro, pardon, ils ont quand même un certain pouvoir. Je dis toujours qu'on a tous une responsabilité, mais pas la même responsabilité. On n'a pas la même responsabilité que notre Premier ministre, etc. Donc, on doit tous quand même agir, mais on n'a pas tous, pas tous à la même échelle. Du coup, j'aimerais bien juste vous raconter deux choses que, par exemple, j'ai rencontré cet été Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et qui nous dit, quand on lui explique qu'on vient avec le même message qu'on donne en fait dans la rue, mais juste en face d'elle, elle nous dit, voilà, oui, on va avancer, mais on peut juste pas faire ce que vous nous demandez. Du coup, c'est encore une fois en blocage externe. Et pourtant, c'est toi qui es censé agir autant que nous. Enfin, tu as la responsabilité aussi à prendre en tant que président de la Commission européenne qui a énormément de pouvoir. Donc, il y a vraiment ce pas à prendre. Même s'il n'y a pas tout à mettre à la poubelle, il faut quand même dire que Ursula von der Leyen prend des premiers pas avec le Green Deal, etc. Mais je veux dire, il faut aller encore plus loin si on veut atteindre les accords de Paris, etc. Mais je ne vais pas aller dans les détails, sinon je suis partie pendant 3 heures. Mais par contre, et puis ensuite, un mois plus tard, on a encore eu la chance de rencontrer Angela Merkel, chancelière allemande, et qui nous a dit, elle, alors je pense qu'il va falloir attendre une catastrophe naturelle pour agir. Non. Du coup, ça, c'est vraiment les blocages externes, en fait, qui sont réellement présents parce que la femme, probablement, qui a le plus de pouvoir dans le monde, nous dit il va falloir attendre un réveil pour le citoyen.
parce qu'il n'est pas prêt à agir. Et du coup, c'est un peu choquant parce que on vient te rencontrer parce que c'est toi qui as le pouvoir d'y aller et on a de l'espoir. Et surtout, si ça vient pas de toi, du coup, ça doit venir d'une catastrophe ou alors de vraiment tous les citoyens. Donc, ce qui est dur à entendre aussi là, c'est que ça veut dire qu'on nie que les catastrophes sont déjà présentes. C'est-à-dire qu'on utilise le privilège européen qui ne fait pas encore face aux conséquences climatiques pour nier ce qui se passe déjà dans les pays souvent les plus défavorisés. Il faut savoir que les pays qui sont déjà touchés par les conséquences climatiques, et je vous parlais du Vietnam tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres, sont les pays qui émettent le moins de CO2. Donc ça veut dire que nous sommes principalement la cause des conséquences qu'on ne reçoit pas. Et donc, c'est ça la responsabilité qu'on a en tant que citoyens européens, mais que nos responsables européens ont aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier ce qu'il se passe aussi à l'extérieur. Il n'y a pas de frontière face à l'urgence climatique et on est privilégié dans l'histoire et il faut vraiment le rappeler parce que... comme je l'ai dit déjà 3 fois, j'ai la chance de choisir d'être activiste et il y en a des milliers, voire des millions dans le monde qui n'ont pas le choix d'être activistes. Ouais, et les pollueurs ne sont pas les payeurs, comme tu le dis. Nous allons peut-être terminer avec toi, Géraldine. C'est difficile de rajouter quelque chose de plus intelligent après ça parce que c'est vrai. Moi, j'aurais tendance à peut-être souligner la mauvaise gestion des écrans. Je ne suis pas contre les écrans par principe. D'ailleurs, pour mon travail, j'utilise les écrans. Mais je remarque simplement au fil du temps que, avec les algorithmes, avec tout ce qui est fait pour finalement voler la seule chose qu'on ait vraiment, c'est-à-dire notre temps et notre attention, je remarque simplement que ça devient plus difficile de communiquer, de nouveau, de cœur à cœur. Et plus le temps passe, plus j'observe, que ce soit dans mon métier, enfin mon ancien métier de professeur, et autour de moi aussi, tout simplement en tant qu'être humain, que ça devient difficile d'arracher certaines personnes à leurs écrans pour nouer des conversations non interrompues, quoi, vraiment. Et du coup, parfois, quand je ressens que j'ai un message super important, enfin, du moins que pour moi, à livrer, qu'en permanence, on puisse être interrompu par une notification, par une sonnerie, par ceci, moi, c'est quelque chose qui me pose vraiment question. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'avais d'abord commencé par noter l'ignorance. Et puis je me suis dit, tiens, mais en fait, d'où elle vient cette ignorance? Comment c'est possible qu'avec des outils pareils, on soit toujours ignorant? Mais parfois, dans mes classes, il m'arrivait de parler de quelque chose qui me semblait tellement connu, fondamental, que j'avais même pas envisagé l'idée qu'on puisse ne pas connaître des faits ou des informations sur ce sujet-là. Et à un moment donné, j'avais envie, et je le faisais pas parce que ça aurait l'air méprisant, mais j'avais envie de dire à mes jeunes, mais comment c'est possible qu'à 18 ans, vous ne connaissiez pas ça, vous ne connaissez pas ça? Et une de mes hypothèses, c'est les écrans. Les jeunes, et enfin pas juste les jeunes, mais sont beaucoup sur leur téléphone. Et quand vous regardez une vidéo sur un sujet, systématiquement, eh bien, on vous propose des vidéos qui vont confirmer ce que vous savez déjà. Et c'est très compliqué, du coup, d'ouvrir la porte sur l'extérieur. Et comme tu le fais, Adélaïde, de garder des portes ouvertes pour nourrir des conversations riches avec des personnes qui ont d'autres points de vue, d'autres expériences, d'autres univers. Et si on n'arrive pas à garder ça, je ne vois pas comment on pourrait garder une démocratie, quoi. Et tu as bien fait, ce que tu dis est très intelligent aussi, hein, Géraldine. Merci beaucoup. Et franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Et puis, chapeau à vous aussi, parce que ça fait quasiment 2 heures qu'on est ensemble et je n'ai pas entendu un seul téléphone sonner, hein. Ou alors je suis sourd, mais j'ai vu personne pianoter sur son smartphone. Et donc ça, c'est la vraie vie, c'est la vraie communication. Et c'est vrai que c'est rare, c'est bien de le souligner. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien.